D'après moi, la rue commune idéale, elle est composée de différents ingrédients. D'abord, une place importante à l'usage du piéton, pour qu'il puisse déambuler dans la ville. Une place au moins aussi importante pour la nature, qui est bien souvent oubliée, qui arrive en dernier dans la conception urbaine, bien souvent. Et des espaces pour la mobilité ou pour les services qui permettent de faire fonctionner la ville. Et donc, pour moi, c'est une question d'équilibre. Ce qui me frappe en fait, puisque je travaille pas mal sur les questions d'évolution de la rue, c'est à quel point finalement on assiste aujourd'hui à de fortes évolutions, puis aussi à quel point les rues n'ont pas forcément changé depuis des siècles. Moi je viens d'une petite ville du centre de la France où finalement on peut se promener en utilisant un plan des rues de 1400 ou 1500. La raison d'être que l'établissement Paris La Défense a adopté récemment vise à le positionner en tant que premier quartier d'affaires post-carbone au niveau mondial. Une trajectoire qu'on s'est fixée, c'est de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 et à l'échelle territoriale, en utilisant du réemploi sur les matériaux de nos aménagements et en visant à la sobriété, mais aussi en mettant en place avec, par exemple, les opérateurs immobiliers avec lesquels on travaille, qui construisent sur le territoire, ou les entreprises qui sont installées, toute une démarche un peu fédératrice permettant d'inciter, par exemple, à la transformation plutôt qu'à la démolition, tout un champ de modification des interventions en fait sur le territoire. Se concentre, me semble-t-il, un certain nombre de nouveaux usages, sous l'effet notamment des transitions numériques, écologiques et post-Covid. On a l'essor de la micromobilité, l'essor de la logistique urbaine, et derrière ces nouveaux usages de la rue, il y a des nouveaux opérateurs qui sont les plateformes de mobilité ou de micromobilité, les opérateurs de logistique. Par exemple, l'essor des trottinettes sur l'espace public n'est pas juste un effet d'engouement des habitants des villes pour la trottinette, mais bien le résultat d'un modèle économique qui fait que les opérateurs qui sont derrière ont intérêt à inonder le marché. Et puis c'est un effet du numérique aussi parce que de plus en plus, les habitants des villes ont un super ordinateur dans leur poche qu'est le smartphone. Et puis il y a une autre transition qui a des effets importants sur les rues et notamment sur les trottoirs des rues, c'est la transition écologique, avec aujourd'hui des bornes rafraîchissantes, des bornes d'apport volontaire de déchets, des plateformes de micro-compostage urbain. Et là encore, derrière ces nouvelles occupations, il y a des nouveaux acteurs qui sont pour le coup des acteurs plutôt issus de l'économie sociale et solidaire ou des opérateurs des déchets. Et donc ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est vraiment le fait qu'on voit effectivement tout un tas d'acteurs qui ont besoin du trottoir ou de la bande de stationnement pour pouvoir exercer leur activité en fait. Cet usage un peu fractionné, très répétitif, qui est assez désorganisateur de la ville. On a parfois du mal à le réguler ou à l'organiser et puis à capter la valeur qui va avec. On voit bien que l'accès à l'espace public passe de plus en plus par l'accès à l'information sur l'espace public, que ce soit par exemple avec des acteurs comme Google Maps qui aujourd'hui sont utilisés par beaucoup d'habitants pour pouvoir se guider. Et la question c'est comment aujourd'hui les collectivités régulent ces acteurs-là. On voit bien qu'il y a des alternatives qui sont par exemple des acteurs comme OpenStreetMap. On peut avoir des collectivités locales qui mettent en place leur propre système cartographique. Finalement, il faut peut-être considérer la rue dans ces 3 dimensions. La première dimension, ça serait la couche physique, donc cette idée de ressources clés pour des opérateurs. Le deuxième niveau, ce serait cette couche informationnelle, avec là des nouveaux opérateurs qui interviennent sur cette couche informationnelle. Et puis le troisième niveau, ce serait l'idée de couche servicielle, en référence notamment aux travaux qui ont été conduits par le laboratoire d'innovation de la ville de Paris, Paris Senco, d'expérimentation sur l'espace public, où on voit que la rue sert aussi à un certain nombre d'opérateurs à installer des bornes rafraîchissantes, comme je le citais tout à l'heure, des espaces de compostage en pied d'immeuble, et que ça permet de rendre des services aux habitants des villes. Après, en termes de modèle économique, si on considère que le trottoir et la bande de stationnement sont une ressource rare, ce qui est rare et cher, et donc il y a une valeur du trottoir. Il me semble qu'on peut se poser la question de savoir si des acteurs comme Amazon qui utilisent, alors je prends Amazon parce que c'est l'exemple le plus facile, mais si des acteurs comme Amazon qui utilisent l'espace public pour une activité qui par ailleurs génère des externalités négatives, est-ce que c'est normal qu'ils ne payent pas ? Qui dit usage et occupation du domaine public dit redevance à payer.
L'espace capable que représente le parvis de la Défense, c'est un lieu assez formidable pour des occupations temporaires, des manifestations, et donc on a des conventions qu'on passe avec des opérateurs privés qui font des événements marketing ou culturels sur la dalle. C'est une petite partie du modèle économique qui permet pour le gestionnaire de couvrir ses frais de gestion, d'entretien, de sécurité, de nettoiement de la dalle. Et ce qu'on évoquait tout à l'heure de plutôt les besoins ponctuels, la livraison instantanée, de l'occupation ponctuelle de l'espace. Là-dessus, on a beaucoup plus de mal à activer cette possibilité qu'on a de facturer le service ou l'utilisation de l'espace public. L'information de sa disponibilité, de la possibilité de trouver une place à destination, c'est sans doute quelque chose qui a une vraie valeur et un service qui pourrait petit à petit se constituer qui serait aussi une façon de réguler, parce que s'il n'y a pas de disponibilité, il n'y a pas de possibilité de se stationner ou d'avoir ce service. Donc c'est des réflexions qu'on commence à engager dans une gestion améliorée du quartier. Une des pratiques en fait qui se développe aux États-Unis et au Canada, c'est ce qu'ils appellent le care management. L'idée, c'est qu'en fait, on va avoir une forme de numérisation des informations sur le trottoir, à la fois sur l'occupation du trottoir, sur les caractéristiques physiques de cet espace, et une information aussi sur la réglementation qui s'applique. Et l'idée, c'est cette information-là de pouvoir la vendre à des opérateurs qui ont besoin de cet espace. La place de l'habitant, de l'usager vis-à-vis de la rue, avec ses nouveaux services, elle lui donne plus de possibilités. C'est un espace disponible, un espace où il peut à la fois bénéficier de services, d'activités, pouvoir se déplacer. Et moi, ce qui me frappe sur ces sujets-là, c'est de voir à quel point aujourd'hui l'évolution des mentalités, des pratiques infléchit les manières dont sont délivrés les services urbains, ou en tout cas les services aux habitants des villes, et l'apparition de ces nouveaux acteurs comme la logistique. Il me semble qu'on a peut-être tendance à mettre un peu de côté les enjeux de la transition numérique. Le numérique doit être mis, me semble-t-il, au service de la transition écologique, mais il faut les penser simultanément. C'est sans doute un enjeu pour les collectivités, ce développement du numérique permettant d'améliorer la gestion ou de pouvoir générer des recettes associées. Il y avait une start-up qui s'était montée en 2015 à San Francisco qui s'appelait Monkey Parking et qui proposait en fait de mettre aux enchères l'information comme quoi vous quittiez votre place de stationnement. Et la ville de San Francisco avait réagi en disant vous marchandisez de l'espace public. Et la start-up avait répondu non, je ne vends pas de l'espace public, je vends de l'information sur l'espace public. Donc derrière le numérique, ce qui me semble être particulièrement en jeu, c'est cette idée d'accès. À l'espace public qui, encore une fois, dont les collectivités ne doivent pas être dépossédées. Absolument.